Il est intéressant de noter que Milton Friedman, donc dans sa conférence en 1976, lors de sa réception du prix Nobel, a présenté l'évolution des interprétations suscitées par la courbe de Phillips comme attestant du caractère scientifique de la discipline économique. Il avance à cette occasion une conception popperienne de la science économique. Donc quand en fait il présente ça, il présente pour dire, regardez, il y a une évolution de la science économique, elle sait travailler sur les hypothèses à la manière de toutes les autres sciences, et pour cette raison, il y insiste beaucoup, vous relirez son discours, la science économique est une science, sinon comme les autres, au moins une science. Et sa position sur la définition de la science est très popperienne. Je vous cite, il ne dit pas Popper, mais c'est exactement, c'est vraiment la thèse de Popper, à savoir, je vous ouvrez les guillemets, il n'existe pas de connaissances certaines en science, c'est l'hypothèse de Popper, mais seulement des hypothèses provisoires qui ne peuvent jamais être prouvées, mais qu'il est possible simplement de ne pas rejeter. C'est ce qu'on appelle la thèse vous m'avez compris. Donc on reconnaît ici la thèse de Popper. Et Friedman donc se propose d'illustrer cette thèse, ce caractère scientifique de l'économie, précisément par l'exemple que fournit la relation entre inflation et chômage et les diverses hypothèses auxquelles elle a donné lieu. Là-dessus, à nouveau, James Fordert s'y oppose. Et je crois qu'avec des bons arguments. Il souligne d'abord combien est inappropriée cette manière de concevoir l'évolution des idées économiques. Il est faux, observe-t-il, de penser que l'interprétation friedmanienne aurait marqué un tournant tel qu'il aurait conduit à un rejet définitif des interprétations alternatives, comme le supposerait l'épistémologie poppérienne, puisqu'à ses yeux, la connaissance avance par la falsification des mauvaises hypothèses et leur rejet. Donc si on suivait la thèse poppérienne, elle avance en rejetant hors du champ du savoir des hypothèses, et donc on a un champ plus étroit, et peu à peu, comme ça, la connaissance s'améliore. Or, dit Fordert, on ne voit pas très bien ce que la nouvelle interprétation friedmanienne, dans le cadre de la communauté économique, aurait rejeté en disant, voilà, ça c'est banni. Pour se faire comprendre, Fordert considère 3 des déterminants du salaire qui ont été avancés dans les années 60 et 70 pour expliquer justement l'instabilité de la courbe de Phillips parmi une masse de travaux qui ont été faits, avant que l'approche de Friedman ne finisse par l'emporter. À savoir, il prend trois types de travaux, ceux qui introduisaient le profit, ceux qui introduisaient le taux de variation du chômage, pas le chômage, le taux de variation du chômage, et enfin ceux qui introduisaient le degré de syndicalisation. Et il fait remarquer à propos de ces 3 hypothèses, ouvrez les guillemets, qu'aucune n'a été rejetée d'une manière définitive. Il n'y a ici aucune rupture épistémologique. Fordert écrit, assez justement, ouvrez les guillemets, les anciennes idées ont juste été abandonnées, et belle image, comme des jouets qu'on laisse dans un coin de la chambre, mais qui restent tout à fait disponibles pour plus tard. J'ajouterais qu'une autre, là j'ai fini, j'ajouterais qu'une autre interprétation peut être avancée pour rendre compte de l'évolution de la pensée macroéconomique et de tous les débats dont on a été les témoins. Interprétation qui aurait ma faveur. Il s'agit de faire valoir que les relations entre variables macroéconomiques ne sont pas des invariants, parce qu'elles se modifient en fonction des contextes institutionnels, de telle sorte que les interprétations successives d'une même relation renvoient non pas, comme le pense Friedman, à un progrès vers une vérité qui serait unique et éternelle, mais renvoient plutôt au tâtonnement provoqué par les transformations réelles que connaît le capitalisme. C'est la thèse en particulier que défend la théorie de la régulation. Les mutations historiques du capitalisme ont modifié la forme du lien entre croissance, emploi et prix. Et d'ailleurs, on a fait que de parler que de ça jusqu'à maintenant, en insistant sur les transformations institutionnelles, comment ça pouvait faire intervenir l'inflation ou pas, etc. Le rôle des contextes, le fait que ce n'est pas les mêmes problèmes, etc. Donc il y a une très grande dépendance par rapport au contexte. La question alors théorique pertinente, me semble-t-il, est de pouvoir, et c'est évidemment assez compliqué, à pouvoir spécifier quels seraient les paramètres institutionnels pertinents permettant de décrire les formes variables du capitalisme, donc, et à partir de ces paramètres, d'être capable d'en déduire les formes des relations macroéconomiques.
C'est ce que, à nouveau, la théorie de la régulation appelle des régimes de régulation. Donc de pouvoir distinguer certaines configurations institutionnelles et de les relier à certaines configurations macroéconomiques. Et c'est-à-dire, c'est là le but. Une telle analyse devrait nous permettre de ne pas être pris au dépourvu devant les modifications à venir des relations macroéconomiques et tout particulièrement de la courbe de Phillips.